Ok, on est reparti. Donc, je vais directement basculer sur mes capsules. Donc là, on va attaquer la partie sur la variance. Alors, j'ai commencé par un point un peu technique et je vous remettrai la définition après. Donc, si on a un échantillon X1, Xn, donc si jamais j'ai n observations, dans ces cas-là, ce qu'on va appeler la variance empirique, c'est cette formule-là. Donc, c'est du 1 sur n-1, la somme des xi moins x bar à la 2. D'accord. Donc, je vous rappelle que la définition théorique était que la variance de une variable aléatoire x, c'était l'espérance de x moins son espérance. Donc, on centrait la variable, on est élevé à la 2. Okay, donc, ça, c'est la définition probabiliste. Et ce que je suis juste en train de vous dire, c'est qu'en fait, dès qu'on a cet objet qui c'est une espérance, et c'est pour ça que j'ai utilisé des notations, l'espérance de n'importe quoi. Dans ces cas-là, l'espérance de quelque chose, ça devrait être du 1 sur n, la somme des quelque chose petit i. Voilà. Donc ça, c'est la définition qu'on devrait avoir. Donc, il n'y a pas de souci. Le premier qui se trouve à l'intérieur, cette espérance de x, je le remplace par la moyenne. Okay. Donc, je remplace ça par x bar. Donc, on a effectivement cette définition-là. Le deuxième espérance, c'est là où on a un truc un peu bizarre. C'est qu'au lieu de dire, comme on devrait dire de manière assez naturelle, que cette espérance devrait me donner un 1 sur n, une somme finalement des xi moins x bar à la 2, dans ces cas-là, ici j'ai ce moins 1 qui traîne. Alors, ce moins 1 est littéralement pénible parce qu'en fait, il ne sert strictement à rien, mais il rend les choses beaucoup plus compliquées parce qu'en fait, je ne peux pas encore vous justifier pourquoi on a ce moins 1. Essentiellement, je vais avoir besoin de parler un tout petit peu d'inférence, ce qui sera l'objet d'une prochaine capsule, et de propriété des estimateurs. Donc, en particulier, on verra que c'est comme ça qu'on va récupérer un estimateur sans biais de la variance, mais c'est un peu secondaire, encore une fois. Si jamais je voulais définir de manière assez naturelle une variance empirique à partir de cette définition, dans ces cas-là, je devrais avoir du 1 sur n. Alors, je vous mets du 1 sur n-1 malgré tout, essentiellement parce qu'en fait, c'est ce que font les logiciels. Si jamais vous regardez, que ce soit R ou Python, on a exactement la même chose. C'est-à-dire, je vous ai mis la version en Python en bas, la version en R en haut. Je vais juste me contenter de la version en R parce qu'en fait, le point est que vous pourrez voir, il y a une cohérence entre les deux calculs. Okay. Donc, que ce soit R ou Python ou Excel ou n'importe quoi, vous donne effectivement cette formule-là. Et cette formule, elle est basée sur du 1 sur n-1 et pas du 1 sur n. Donc, je vais juste vous montrer sur mon petit exemple. J'ai une série d'observations qui sont les points 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai obtenu 6 observations, respectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'essaye de calculer la variance associée à cet échantillon. Donc, la définition, si jamais je plug cette formule-là ici, elle est facile. Mon x bar, c'est la moyenne de x. Okay. Donc, c'est la grandeur qui devrait se trouver ici. Donc, c'est 3,5. Okay. Et j'essaye de calculer la variance. Donc, comment est-ce que je calcule cette variance? Tout simplement en disant que je somme les xi moins x bar à la 2 et j'ai cette division à la fin. Donc, ce qu'on dit, c'est que comme on a 6 observations, je devrais diviser par 6 moins 1. Et donc, la formule qui est à gauche, c'est très exactement cette formule-là. Okay. Et ce qu'on observe, c'est effectivement cette valeur de 3,5. Donc, le calcul de droite me donne très exactement 3,5. Si jamais j'utilise la fonction var, qui est la fonction de variance, elle me donne aussi 3,5. Donc, la variance est effectivement calculée sous R, sous Python, sous Excel, comme étant du 1 sur n-1, la somme pour i égale 1n des xi moins x bar au carré. Okay. Je suis vraiment désolé, j'aurais préféré qu'on ait du 1 sur n. Ce serait beaucoup plus naturel de vous dire, dès que vous avez une espérance, vous remplacez par 1 sur n. Vous prenez tout simplement la moyenne empirique de vos choses. Il y a juste cette petite subtilité que la variance n'est pas exactement la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Okay, on a sur 1 sur n-1 qui apparaît et dont on ne peut pas se débarrasser. Une petite remarque, donc la racine carrée de cette variance, c'est la standard deviation, c'est l'écart type, okay, qui a cette propriété d'être dans la même unité que vos données de départ. Alors ici, je n'ai pas spécifié ce que c'était comme type de données, mais vous auriez des données en centimètres, la moyenne serait en centimètres, l'écart type serait aussi en centimètres. OK, donc je vais quand même vous donner les deux définitions que vous pouvez trouver. En fait, tous les livres utilisent les deux définitions. Donc, c'est de dire, quand vous avez un échantillon de n observations, vous faites la moyenne des écarts à la moyenne au carré.
okay, mais avec du 1 sur n dans la première définition, du 1 sur n moins 1 dans la deuxième définition. Ce que je vous dis, c'est que c'est cette définition qui est la bonne. Okay. Enfin, en tout cas, c'est celle-là que je demanderai. Donc, si dans les examens, je vous demande de calculer une variance sur un échantillon, il y a du moins 1. Okay. Et encore une fois, je vous prouve que c'est celle-là qui est calculée dans les logiciels, puisque si jamais vous divisez par 6, dans ces cas-là, vous obtenez une valeur qui n'est pas exactement celle qui correspond à celle qui est donnée par la fonction variance. Okay. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que si n est grand, prendre 1 sur 99 ou 1 sur 100, bah, ça vous donne une petite erreur qui sera à 10 moins 1 près, quoi, quelque part. D'accord. Donc, ça ne change pas grand-chose. Okay. Mais voilà, souvenez-vous juste que j'ai besoin de diviser par du 1 sur n moins 1 si jamais je veux être réconcilié avec les autres valeurs, mais pour le moment, je ne peux pas vous dire pourquoi, en tout cas. D'accord. Donc, la variance empirique est basée sur cette formule qui nous dit qu'on fait du 1 sur n moins 1, la somme des xi moins x bar au carré. OK. Alors, on peut regarder certaines des propriétés qu'on avait vues. C'est que la variance, on avait dit qu'effectivement, elle était caractérisée par cette écriture qui était l'espérance de x moins son espérance à la 2. Donc, je centre la variable, j'élève à la 2 et je prends la valeur moyenne. Okay. On avait une propriété qui disait que c'était l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. D'accord. Donc, ça, c'est une propriété intéressante de la variance. Okay. Cette écriture qui permet de faire des calculs parfois un peu plus simples, qui nous dit que la variance de x, effectivement, c'est cet écart entre l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Autre point, on avait défini l'opérateur de covariance. Donc, la covariance, ce qu'on avait dit, c'était l'espérance du produit entre x moins sa valeur moyenne et y moins sa valeur moyenne. Donc, on centre nos deux variables, x et y, et on regarde le produit entre les deux. Et ce qu'on avait noté, c'était qu'on pouvait récupérer, là encore, une écriture en tant que l'espérance du produit moins le produit des espérances. Okay. Donc, on a deux objets, cette variance théorique et cette covariance empirique, qui sont associés à des calculs donc, qui devaient s'appeler la formule de Huygens dans mes capsules sur la variance. Et bien, de la même manière qu'on avait été obligé de diviser par du n-1, en fait, si jamais je veux définir des objets qui ont du sens, je vais être obligé de diviser par du 1 sur n-1 quand je calcule ma covariance. Donc, ma covariance empirique va se retrouver comme étant une somme de mes écarts, enfin de mes produits de mes écarts, quelque part. Donc, je regarde les xi moins x bar qui correspondent à ma variable centrée en x, yi moins y bar qui est ma variable centrée en y. Okay, donc, si jamais j'ai un échantillon appareillé, dans ces cas-là, je regarde le produit de ces deux écarts, de ces deux différences, et donc la valeur moyenne de ces écarts va me donner la covariance. Mais là encore, la valeur moyenne, je ne la calcule pas en faisant du 1 sur n, mais du 1 sur n moins 1. Okay, c'est un peu pénible, mais voilà, souvenez-vous juste que j'ai cette propriété-là. Là encore, je voulais juste peut-être faire une petite remarque sur la variance. La variance théorique, je peux l'écrire comme étant donc la formule de Huygens, encore une fois, l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Le souci, c'est qu'avec sur 1 sur n-1, la formule, elle n'est pas vraie. C'est que le 1 sur n-1 des xi moins x bar au carré, ce n'est pas égal à la valeur moyenne des xi moins le carré des x bar. Okay. Donc, on a ce petit souci technique qui est qu'avec cette définition en 1 sur n-1, on perd la propriété numérique. Voilà. C'est important. Enfin, c'est important. Je passe du temps. Je suis vraiment désolé de passer du temps là-dessus parce que moi, je trouve ça franchement pénible et c'est juste un problème de calcul. Mais les calculs, c'est important parce qu'encore une fois, il faut comprendre ce que vous ressort la machine. Okay. On a plein de fonctions qui existent sous R et sous tous les logiciels de stats qui sont des calculs de variance, des fonctions de quantile. Il y a besoin de comprendre ce qu'il y a dedans. Okay. Si vous les appliquez sans comprendre ce qui se cache dedans, vous pouvez dire des choses fausses. Okay. Donc, souvenez-vous juste que ce calcul de variance, il est basé sur ce n-1. D'accord. Et je vous le reprouve là encore. Encore une fois, la variance de x, c'est 3,5. Si jamais je calcule la moyenne du carré moins le carré de la moyenne, je ne retombe pas sur ce 3,5. D'accord. Donc, c'est relativement pénible, mais je retrouve la même chose que ce que j'aurais en faisant du 1 sur n. Okay. Cette grandeur-là, c'est effectivement égal à du 1 sur n, la somme des xi moins x bar à la 2. Okay. Mais pas le n-1. Voilà. Donc, je suis désolé, mais voilà, les formules qui marchent dans un cadre théorique ne marchent pas forcément dans un cadre empirique à cause de cette petite correction en 1 sur n-1 qui sort encore une fois du chapeau. Donc, on peut regarder un petit peu ce que donne un petit exemple très simple qui est un tirage de dés. D'accord. Donc, je vous refais les calculs que j'avais déjà fait dans les capsules précédentes où j'avais défini la variable sur une variable aléatoire. Donc, je regarde l'output d'une sortie de dés. Okay.
Bah, dans ces cas-là, si jamais je regarde la variance, elle correspond effectivement à l'espérance. Donc, on a le 3,5 et donc ça correspond effectivement au calcul qu'on avait décrit. Alors, il y a juste une petite propriété. Là, je mets des étoiles parce que, là encore, ce n'est pas une formule à retenir, mais ça peut être intéressant de se souvenir qu'en fait, si jamais je regarde la variance, donc je vous avais dit, c'est la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Okay. En fait, on peut noter que c'est très lié à tous les écarts entre les observations que j'élève au carré. Donc, c'est la somme sur tous les IJ de tous les écarts entre les observations XI et les observations XJ que j'élève au carré. C'est la moyenne de mes écarts entre toutes les observations. Donc, je ne suis pas obligé de faire intervenir la moyenne. Okay. Donc, au lieu de dire que c'est la moyenne de mes écarts à la valeur moyenne, je peux noter qu'en fait, c'est l'écart moyen de toutes les distances qui existent entre les points. Okay. Donc, je vous le prouve numériquement. Donc, je prends mes 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je calcule ici toutes les distances entre toutes les valeurs. Okay. Donc, ici, j'ai mes XI. Ici, j'ai mes XJ. Okay. Donc, si jamais j'ai les mêmes valeurs, dans ces cas-là, j'ai des zéros. Okay. Donc, sur la diagonale, j'ai des zéros. Mais par exemple, l'écart entre 5 et 3, effectivement, va être de 2. D'accord. Donc, je récupère comme ça mes valeurs entre mes écarts entre mes XI, mes XJ. Je calcule ensuite tous les carrés. Donc, je fais la somme de mes carrés des écarts. Donc, c'est cette somme ici. Okay. Puis, je divise par la bonne grandeur qui va bien, c'est-à-dire le calcul de la moyenne. Et en fait, on retombe sur ce 3,5 qui est la variance, qui est très exactement la formule qui est indiquée ici. Okay. Donc, le 3,5 ici correspond à la variance de mon échantillon. Okay. Donc, on a cette petite formule qui permet en fait de mieux comprendre ce qu'est la variance. C'est vraiment des notions de distance moyenne entre observations. Okay, donc je vous fais ici la preuve pour ceux que ça intéresse. Donc, au lieu de calculer, comme le montre le dessin de gauche, le dessin de gauche vous dit, on regarde la somme des xi moins x bar au carré. Donc, je prends tous les écarts à la valeur moyenne. Donc, j'ai cet écart-là, cette distance-là, cette distance-là, cette distance-là, cette distance-là, cette distance-là, cette distance-là. Donc, je prends vraiment toutes les distances entre mes observations et mon x bar. Ici, je prends toutes les paires possibles et je regarde toutes mes distances. Donc, j'ai toutes les distances entre les points qui sont distants de 1, les points qui sont distants de 2, etc. Donc, je fais toutes mes moyennes et en fait, les écarts moyens entre les xi et les x bar correspondent aux écarts moyens entre les sommes des xi et les xj à la 2. Okay. Donc, je le prouve. OK. L'écart type, il est généralement construit là aussi sur cette deuxième définition de la moyenne qui est divisée par 1 sur n-1. Okay. Donc, vous pouvez vérifier. Si jamais j'élève sur 1,87 à la 2, j'obtiens ce 3,5. Okay. Donc, on retrouve cette définition-là. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais il y a d'autres grandeurs qui vont être utiles, en particulier les statistiques d'ordre. Donc, les statistiques d'ordre, j'en parlerai pas, mais ça peut être relativement pratique. L'idée des statistiques d'ordre, c'est en fait, peut-être qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la moyenne. Il y a beaucoup de cas en pratique, en fait. Je vais vous faire essentiellement ce qui se fait dans la plupart des cours de stats, c'est-à-dire on va regarder ce qui se passe à peu près au milieu de la distribution. Okay. On cherche un peu un comportement moyen, parce qu'en fait, on a la loi des grands nombres, le théorème central limite, on a pas mal de choses qui permettent de voir en moyenne ce qui se passe. Mais parfois, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il y a plein de cas pour lesquels ce qui peut nous intéresser, ça peut être des valeurs un peu extrêmes, le minimum, le maximum. Okay. Quel sera le niveau maximum d'une rivière à un certain endroit. Okay. Donc, c'est plutôt l'étude du maximum, donc qui est cette valeur-là. Le maximum de mes observations peut être une grandeur qui m'intéresse et j'aimerais bien savoir en moyenne quel est le maximum que je peux obtenir. Okay. Quel est le temps minimum que je peux avoir entre deux requêtes sur un serveur. Voilà. Donc, il y a des cas où, en fait, regarder ce qui se passe en moyenne, c'est c'est très, très, très limitant. Okay. J'en parlerai pas beaucoup, mais voilà. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je pourrais faire une capsule sur le sujet. Mais ça sort un peu du cadre de tout ce qu'on veut faire. C'est juste qu'il faut comprendre que ces objets-là, on les avait vus quand on avait défini les quantiles. Donc, en fait, quand on s'intéressait aux quantiles, on voyait apparaître des choses qui étaient assez liées à ce genre d'objets. Okay. Donc, c'est juste qu'au lieu de travailler sur le minimum et le maximum, éventuellement, je peux aller chercher le top 95% ou le bottom 5%, ce genre de choses. Okay. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des statistiques d'ordre. Il y a un autre concept qui est associé, c'est la notion de rang. Donc, le rang d'une observation peut être une grandeur qui m'intéresse. Donc, le rang, c'est juste, vous avez une observation, okay, vous avez un échantillon X1, Xn, et vous vous demandez c'est quoi le rang de la IM observation. Ça veut juste dire combien est-ce qu'il y a d'observations qui sont plus grandes, okay, donc plus petites. Okay. Donc, on peut s'intéresser à ce genre de choses. Donc, le rang va être associé à la position dans un échantillon.
Mais là encore, on sort un peu du cadre de ce qu'on veut faire. Il y avait deux quantiles qui vont nous intéresser. Donc, c'est pas forcément. Pourquoi j'en parlais? Parce qu'en fait, le minimum et le maximum sont deux grandeurs hyper intéressantes. Okay, et en particulier, l'écart qu'il y a entre le minimum et le maximum, c'est aussi une autre manière de voir la dispersion. Okay, on l'avait vu un peu sur les boîtes à moustaches. On voyait les points un peu extrêmes apparaître. La dispersion, ça peut être lié à ça. Quelle est la valeur du minimum? Quelle est la valeur du maximum? Cette notion elle va réapparaître à un moment, c'est quand on fera des histogrammes. Quand on fait des histogrammes, il faut que la plus petite des observations soit dedans, la plus grande aussi. Donc, en fait, la dispersion de votre échantillon, elle est importante. Okay, donc, ce minimum et ce maximum sont deux grandeurs qui sont importantes. Alors, ce n'est pas exactement celui qui était invoqué quand on avait fait les boîtes à moustaches. Je vous avais dit, les boîtes à moustaches, on a la boîte, qui sont basées sur deux quantiles, mais on a les moustaches. Et les moustaches sont basées sur des choses un petit peu bizarres. C'est qu'en fait, si jamais vous regardez la définition, en tout cas, c'est ce qui avait été proposé par Tukey, puis c'est ce qui est encore utilisé par tous les logiciels de STAP, c'est basé sur cette notion de IQR, qui est l'intervalle interquartile. Okay, l'intervalle interquartile, c'est tout simplement la distance qui va se trouver ici. Donc, vous prenez votre quantile à 25%, qui va se trouver ici, donc c'est Q de 1 quart. Le quantile associé à la probabilité de 25%, c'est-à-dire quelle est la grandeur telle qu'il y a 25% des points qui sont plus petits. Je vais faire la même chose à droite. Je vais chercher le quantile de niveau 3 quarts, c'est-à-dire le point tel qu'il y a 25% des points qui sont au-dessus. Okay, et je vais prendre la distance entre les deux. Okay, donc Q de 3 quarts moins Q de 1 quart. Si je vais vous souvenir que la fonction quantile est croissante, cette grandeur-là, elle est positive. Okay, donc j'ai cet écart entre les deux, la longueur de ma boîte, fondamentalement. Okay, donc je vais m'intéresser à cette grandeur-là. Okay, en fait, la manière dont on va calculer cette longueur de moustache, la longueur de la moustache qui se trouve ici, c'est très exactement 1,5 fois l'intervalle interquartile. C'est un peu arbitraire, d'accord, mais voilà, c'est ce qu'avait proposé Tukey. Si vous voulez, vous allez voir sur Wikipédia l'histoire des boxplots et ce genre de choses, des boîtes à moustaches. Mais voilà, c'est la convention. On a notre boîte qui est définie sur les deux quantiles, 25%, 75%. Puis on rajoute des moustaches dont la longueur, c'est le premier quantile moins 1,5 fois l'intervalle interquartile. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où en fait, on va prendre la plus grande des valeurs entre cette valeur-là et le minimum des observations. Pardon. Oui, c'est la plus grande des valeurs. Okay, donc, si jamais le minimum était ici, dans ces cas-là, la boîte s'arrêterait plus tôt. D'accord. Si jamais j'ai des observations qui tombaient avant, dans ces cas-là, je vous rappelle, on l'avait vu sur des exemples dans une série de slides, on avait deux petits ronds qui apparaissaient quand on faisait les boxplots. D'accord. Donc, jouez un petit peu avec la fonction boxplot, mais vous verrez réapparaître ces choses-là. Donc, les notions de boxplot sont liées à ces distances interquartiles. Okay, il s'avère que quand on a des échantillons gaussiens, en fait, c'est lié à certaines propriétés. Donc, la boîte va vous décrire le cœur de la distribution dans laquelle vous avez 50% des observations. L'intervalle interquartile va aller assez loin, puisqu'en fait, on a des probabilités assez rares de tomber soit à gauche, soit à droite des moustaches. Okay, et donc, ça correspond à ces différentes probabilités de 24,65% à gauche et à droite de ma boîte. D'accord. Donc, ça, c'est associé aux notions de boxplot et ça va être lié à une notion de dispersion. Un autre concept qui peut être intéressant, c'est ce concept de coefficient de variation. Donc, le coefficient de variation, c'est une notion de dispersion relative. Donc, on avait vu qu'on avait l'écart type. Donc, la standard deviation de X, c'est une notion de dispersion. Okay, donc, c'est la racine carrée de la variance. Donc, je vous rappelle, on a un échantillon. La valeur centrale, c'est l'espérance. Et la dispersion, c'est de combien est-ce que je m'étale autour de cette valeur moyenne. Donc, l'écart type est une mesure de dispersion. Okay, mais encore une fois, je pourrais prendre des quantiles, des distances interquartiles, ce genre de choses. Okay, cette mesure, elle est intéressante, mais elle n'est pas normée. Okay, elle n'est pas normée dans le sens où si je vous dis l'écart type, il vaut 2, ça ne vous dit pas si vous êtes beaucoup dispersé ou pas. 2 avec une valeur centrale qui est à 1000, ça veut dire que vous ne bougez pas beaucoup. 2 alors que la valeur centrale elle est à 0, ça veut dire que vous variez quand même pas mal autour. Okay, en fait, je peux le normer tout simplement en disant que je vais prendre l'écart type divisé par la moyenne. Et dans ces cas-là, je récupère un objet, ce qu'on appelle dispersion relative, dans le sens où il n'y a plus d'unité. Ici, j'avais un écart type qui était en centimètres, si je mesurais l'écart à la moyenne de la taille de mes élèves, que je divise par une valeur moyenne de centimètres, donc centimètre divisé par centimètre, il n'y a plus d'unité. Okay, donc, je peux définir ce coefficient de variation comme étant le ratio de l'écart type par l'espérance.
et sa version empirique, qui est tout simplement la racine carrée de la variance empirique divisée par la moyenne. Donc, on peut définir cet objet-là. Donc, il y a pas mal de lois qui sont caractérisées par ces coefficients de variation. Et voilà, c'était juste un petit terme technique qui peut être intéressant. Alors, je vais juste vous montrer et finir par un petit exemple, puisque c'est mon dernier slide sur les données empiriques. Je vais vous montrer un tout petit peu, puis ça permettra de faire l'introduction à la prochaine section, qui sera sur des histoires d'histogrammes. Donc, les histogrammes permettent de voir un petit peu des distributions. Okay. Donc, ça va être l'analogue d'une densité, quelque part. Et donc, là, je vous donne je vous montre des données. Alors, je ne sais pas si, je pense pas que je vous ai mis la base de données quelque part disponible, mais voilà. Disons que j'ai des appels qui ont été faits à un service clientèle d'une banque, et on va s'intéresser à des durées d'appel. D'accord. Donc, on essaye de voir combien de personnes ont eu des durées d'appel qui ont été plus petites. Ici, ça doit correspondre à 20 minutes. Je suis en secondes. OK. Donc, 1200 secondes, ça doit effectivement correspondre à 20 minutes, puisque 600 secondes correspond à 10 minutes. OK. Donc, je regarde tous les appels qui ont duré moins de 20 minutes, je regarde leur distribution, puis on va jouer un petit peu à calculer les grandeurs dont on vient de parler. OK. Donc, voilà les deux histogrammes. Alors, ici, c'est un histogramme avec une certaine... c'est l'histogramme par défaut, en fait, tel qu'il était construit sous R. Ici, j'ai un pas qui est relativement plus faible, et on voit un truc un peu bizarre. On a énormément de zéros. D'accord. Donc, il y a énormément pas de zéros, pardon. De temps qui sont incroyablement courts. Donc, il y a des personnes qui appellent puis qui raccrochent tout de suite, visiblement. Donc, en tout cas, on a un truc assez bizarre qui est qu'on a un pic ici, et ensuite, on a une distribution qui ressemble à ce genre de choses. Donc, qui est une distribution, alors peut-être, je ne les ai pas formellement définies auparavant, mais les lois log normales ou les lois gamma, où ça correspond aussi à une loi du qui 2. Donc, on a ce genre de choses, avec une concentration en zéro. Et cette concentration en zéro, ce qui est bizarre, c'est que je ne la voyais pas au départ. Il a fallu vraiment que je raffine mon pas de temps, mais ça, je reviendrai là-dessus quand on définira les histogrammes par la suite, pour le voir. D'accord. Effectivement, j'ai une concentration de zéro. Alors, juste une petite remarque. Si jamais je calcule la moyenne ou la médiane, alors je l'ai converti en minutes pour avoir un peu plus de sens. Donc, je prends le temps divisé par 60. Et ce que j'observe, c'est que le temps moyen, il est de 3 minutes 14. Okay. Donc, le temps moyen passé par des individus qui appellent le service à la clientèle passe une personne moyenne prise au hasard passe 3,14 minutes au téléphone. Si je calcule la médiane, elle est un peu moins de 10 minutes. Donc, on a 1 minute 55. Donc, l'écart, il est quand même relativement important. Je ne vais pas dire qu'on double, mais pas loin, quoi. Dans un cas, on a un peu moins de 2 minutes, dans l'autre cas, on a plus de 3 minutes. Donc, c'est plus que 50% d'écart. Donc, c'est très important et c'est essentiellement lié à cette concentration de zéro. Et le fait qu'on ait beaucoup de points, en fait, qui sont très, très, très importants. OK. Donc, il y a des gens qui, manifestement, n'ont peut-être pas raccroché. D'accord. Donc, j'ai des choses un petit peu bizarres qui apparaissent dans ces données. Alors, je peux aussi regarder ce qui se passe quand je fais des trim min. Okay, donc, supprimer à une certaine proportion. Donc, par exemple, quand je supprime 10%, dans ces cas-là, ma moyenne, elle passe à 2 minutes et quelques. Donc, on voit qu'effectivement, en ayant une moyenne dans laquelle j'enlève mes points un peu aberrants, dans ces cas-là, je me rapproche de cette valeur médiane. Okay. Je peux avoir donc ici, je m'éloigne un petit peu de cette valeur moyenne. On peut aussi récupérer des quantiles. Okay. Donc, il y a un quart des gens qui passent moins d'1 minute avec mon service de clientèle au téléphone. La médiane, on voit qu'elle est un petit peu moins de 120 secondes, donc un peu moins d'1 minute. Donc, c'est ce qu'on avait observé tantôt. Okay. Le maximum, on voit qu'on est à 28 000 secondes. J'ose même pas imaginer combien de temps ça fait, mais c'est relativement long. Okay. Juste pour conclure, et puis après on arrêtera pour cette partie 4, qui était un peu longue et un peu dense. C'est les propriétés que vérifient les moyennes et les quantiles. Donc, je reviens sur des petites propriétés que j'ai évoquées par-ci, par-là, puis je les résume ici. Donc, le fait que si jamais je fais une translation, donc si vous prenez votre variable et que vous ajoutez quelque chose, dans ces cas-là, l'espérance, elle est aussi translatée. D'accord. Donc, si Y, c'est A plus X, l'espérance de Y, c'est A plus l'espérance de X. La variance, c'est la même. Et la fonction quantile, elle vérifie aussi cet opérateur de translation, qui est que mon quantile va être aussi translaté. D'accord. Donc, supposons que je regarde le revenu. Encore une fois, c'est relativement intuitif. Prenez le revenu des gens. Si jamais je donne $1000 à tout le monde, dans ces cas-là, la richesse moyenne des gens, elle va être décalée de 1000. Donc, je rajoute 1000 à tout le monde. Mais pareil pour mon quantile. N'importe quel quantile sera décalé de 1000. D'accord. Donc, la médiane sera décalée de 1000.
j'ai à peu près le même genre de propriété quand je multiplie. Donc, quand je fais un changement d'unité, l'espérance, elle est multipliée par la constante. Donc, supposons que je ne sois plus en dollars, mais en dollars américains ou en euros. Okay. Dans ces cas-là, vous prenez votre unité ou prenez des centimètres et je passe en pouces. Okay. Donc, je multiplie par un coefficient multiplicateur. Dans ces cas-là, la taille moyenne en pouces, c'est la même chose que faire la moyenne des tailles en pouces. C'est pareil que faire la moyenne des tailles en centimètres et de convertir des centimètres au pouce. Okay. Mais c'est la même chose sur les quantiles. Okay. Donc, les quantiles vérifient aussi cette propriété-là. Il y avait juste l'histoire de la variance. Donc, la variance, il y a un b à la 2 qui va apparaître. Mais si je prends la racine carrée sur l'écart type de y, c'est b fois l'écart type de x. Okay. Donc, on avait ces histoires sur les changements d'unité qui étaient relativement robustes. Je vais m'arrêter là. Je vous ai mis quelques petits exercices pour ceux qui veulent s'amuser sur les calculs d'espérance, de variance et ce genre de choses. Donc, je vous ai mis ici des petits exercices pour ceux qui veulent se pratiquer. Vous avez à chaque fois la réponse. Okay. Donc, je vous laisse regarder et je vous propose qu'on se retrouve ensuite pour d'autres séries de capsules. Mais je vais arrêter là pour ces calculs d'espérance, de variance, de moyenne et de variance. Donc, on reviendra sur ces objets-là par la suite. Okay. Encore une fois, on est uniquement sur le chapitre 4. Donc, pour le moment, je me contente de poser les objets, puis après, on pourra les utiliser. Mais donc, on a réussi à définir enfin proprement ces notions de moyenne, de variance, d'espérance et de distribution en fait, de variables aléatoires. OK. Donc, on s'arrête là. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous me les posez en cours ou sinon, vous mettez des commentaires et je reviendrai sur certains points qui auraient pu être un peu trop rapides. À bientôt.